vous intéresser maintenant à l'état de ces élastomères dans les collections à partir de l'étude en cours au Musée national d'art moderne, avec une présentation qui est faite par Lucille Royan, mais qui en fait a été préparée à 4 mains, avec également donc Juliette Dignat, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Lucille, c'est à toi, ou à vous, je suis en sculpture, c'est à toi. Des studios. Gilles a tout dit. Donc, Lucille Royan, je suis conservatrice restauratrice de sculpture au MNAM. Et cette présentation, nous l'avons préparée avec Juliette Dignat, également conservatrice restauratrice de sculpture au MNAM. Nous faisons partie d'un service intégré dans Stéphanie à Paris ce matin. Et nous, je pense que je vais dire je, mais entendez aussi, nous allons parler ce matin des élastomères dans les collections du Musée national d'art moderne. En mini-préambule, étant deux restauratrices, on voulait vous proposer une approche selon notre regard de nos collections. Donc, pas forcément un regard qui est à la croisée de l'histoire de l'art, une approche un peu sensible aussi des matériaux, une culture générale qui nous est propre aussi. Et on va parler aussi des collaborations, évidemment, que nous avons construites autour de ces collections. Pour commencer, effectivement, on parle d'élastomères et on parle de caoutchouc, mais en même temps qu'on parle un peu de la même chose. On a vu déjà ce matin qu'il s'agissait de plein de matériaux différents et à la fois avec des produits très proches. Ici, nous, on a commencé par aborder notre collection en se posant la question de sa documentation matérielle dans la base de données et donc en interrogeant la base de données avec les termes élastomères et caoutchouc. Quand on interroge la base de données de cette manière, on va tomber sur des œuvres de toutes dimensions, de différents matériaux également, et aussi de différents secteurs. On va avoir le secteur art plastique qui va être très représenté évidemment, beaucoup d'objets design, de maquettes d'archi et quelques aussi œuvres conservées au cabinet d'art graphique. Je vous ai mis ici des petits exemples. Je ne vais pas toujours les décrire, ces exemples. C'est pour que vous ayez des illustrations, des images. Vous allez voir, il y en a quand même beaucoup, donc ça peut être peut-être un peu lourd. Il y en a aussi beaucoup qu'on va retrouver tout au long de la présentation. Et petit détail supplémentaire, les légendes qui sont mises ici correspondent vraiment au cartel développé des œuvres. Il se peut parfois, et vous allez le voir, qu'on ait entre-temps identifié plus finement les matériaux des œuvres et justement qu'on ait trouvé plus finement de quoi il s'agissait en termes d'élastomères. À gauche, vous avez une œuvre de Robert Morris, Plus of Minus Box, qui a donc, alors il n'y a pas les dimensions exprès pour pas qu'on se perde à chaque fois, mais la taille à peu près d'une grosse boîte, d'environ 50 cm par 30, et qui présente des membranes en élastomère en latex, puisqu'on les a analysées depuis. Ensuite, une œuvre beaucoup plus monumentale de Richard Serra, Pins, qui date également des années 60, qui présente des grandes plaintes de caoutchouc sur fibre de verre. La troisième pièce en exemple est une pièce de Charles et Ray Hills, un fauteuil d'armchair, qui présente quant à lui des patins et je crois des amortisseurs en caoutchouc. Voilà. Pour continuer, justement, je vous ai mis les cartels de la base de données. On voit là 3 pièces qui sont donc décrites comme étant en élastomère. 2 pièces à gauche et à droite de Peter Fischli et David Weiss, la grande armoire à gauche et le pouf à droite. Au milieu, une pièce de Mark Green, The Great Escape, décrite également comme étant en élastomère. Celle-ci, au centre, on sait qu'elle est en silicone depuis déjà un moment, puisqu'elle a été refaite par l'artiste au moment de son acquisition. Celle de gauche a été analysée il y a déjà, je pense, 2 ans au tout début de notre petit projet, donc on parlera amplement comme cette journée, et serait en élastomère polyuréthane. Celle de droite, dont on pourrait penser, puisque faisant partie de la même série, dans le même matériau, a été récemment identifiée comme étant un caoutchouc épichlorhydrine. Vous voyez là que justement ces confusions, peut-être abus de langage, aussi ce manque de connaissances précises des matériaux, puisque chez nous, comme dans beaucoup d'institutions, nous n'avons pas de laboratoire d'analyse scientifique. Voilà, donc entre différents matériaux, on va regrouper sous le terme d'élastomère et encore d'autres fois sous le terme de caoutchouc, parce qu'on pourrait très bien avoir vu écrit que le Peter Fischli et David Weiss étaient en caoutchouc noir, autant qu'en élastomère noir. Je vous ai mis ici très scolairement la petite problématique ainsi que le plan de cette présentation.
Donc, en tant que conservatrice-restauratrice, quels éléments nous font penser qu'il s'agit d'élastomères sur les œuvres et en particulier de caoutchouc? Quelles sont les limites à une identification précise, notamment en l'absence de laboratoire d'analyse, et quels réflexes cela implique dans nos pratiques quotidiennes et dans nos choix? Je vais d'abord vous parler d'identification et d'outils documentaires. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme documentation à disposition? Je vais ensuite vous parler de l'observation de terrain. Je pense que ça va parler à tous les conservateurs, restaurateurs ici présents et aussi en ligne, et un petit peu de ce projet de recherche que nous tentons de mener sur les collections. Ensuite, je vais évoquer les dégradations des œuvres, mais sans les détailler, puisqu'il y a des spécialistes aujourd'hui qui sont là pour nous parler de ça, en évoquant le fait qu'elles puissent être des sources d'informations sur la nature des matériaux, mais parfois aussi des sources d'erreurs, qui ressemblent à une dégradation que nous mener dans l'erreur. Je vais aussi vous montrer par un exemple où on peut avoir des dégradations extrêmement impressionnantes sur des objets composites qui vont nous amener à être dans une totale incompréhension de ce face à quoi nous sommes, pour ensuite terminer sur les pratiques de restauration et de conservation menées au musée, qu'elles soient passées, présentes ou projetées dans l'avenir, c'est-à-dire celles qu'on aimerait pouvoir appliquer, mais que malheureusement, pour pas mal de raisons, nous avons du mal à mettre en œuvre. Pour commencer à parler d'identification, un petit point qui me semble assez important, c'est quand on parle de collection d'art contemporain, et plutôt contrairement à des collections, on va dire, plus ethnographiques ou scientifiques et techniques, on va être face à des matériaux dont on ne connaît pas du tout l'origine, puisque les artistes vont avoir utilisé des objets de récupération. Là, à gauche, on a une pièce d'un artiste d'art brut qui s'appelle Guillaudeau, qui est rentré dans les collections très récemment, et qui consiste en des silhouettes découpées dans des pneus de voiture, récupérées, on ne sait où, qui ont eux-mêmes leur propre histoire, leur propre usage avant d'être intégrés à l'œuvre. À droite, un exemple de Sarah Wadou. Donc là, c'est deux œuvres très récentes que je montre ici, qui est une broderie sur toile enduite de caoutchouc. Et on sait que ces toiles enduites, elle les récupérait à des marchands au bord de la route au Maroc, on récupère toujours. Et bon, pareil, on ne connaît pas exactement leur origine, on ne connaît pas leur histoire avant leur intégration à l'œuvre. Et tout ça, ça peut poser des problèmes d'identification, de compréhension des mécanismes d'altération, etc., etc. Quand on sait quand l'œuvre et avec quoi l'œuvre a été créée, et quand on sait que tout a été créé au même moment, on va avoir d'autres problèmes d'identification liés à une mauvaise documentation technique pour plein de raisons diverses et variées. Je vous ai mis cet exemple de Gaetano Pesci Up7 de nos collections de design, qui est documenté comme étant en polyuréthane expansé dans la base, alors qu'on sait maintenant qu'il s'agit d'une polyuréthane et d'une réduction latex recouverte elle-même probablement d'un vernis de polyuréthane, mais d'une technique plus développée que celle-ci, qui n'était jusqu'alors pas connue de notre documentation. À droite, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt une approche différente du champ matériaux et technique, puisqu'on va ici parler d'un tampon en caoutchouc pour une pièce qui a été réalisée avec une technique qui est l'usage d'un tampon en caoutchouc. Donc, quand on croit trouver une œuvre avec du caoutchouc, finalement, on n'en a pas ici. Parfois aussi, le terme caoutchouc va être précisé, alors qu'en réalité, il n'y en a pas dans l'œuvre. Cet exemple d'un Gilberto Zorio, Vulcano, dont on a cherché partout l'élément en caoutchouc et qui n'existe pas. Il a probablement été identifié peut-être sur photo ou supposé. En tout cas, voilà, c'est des choses qui vont à terme aussi être retirées de cette base de données. Vous me direz, mais si vous avez si peu d'informations sur les œuvres, sur les matériaux des œuvres, pourquoi vous ne demandez pas aux artistes? Évidemment, c'est un sujet très important. Je ne vais pas forcément développer ici, mais vous aurez tout à l'heure un exemple détaillé de collaboration avec un artiste. Mais on sait tous que, en tout cas, au départ des collectes de ces collections d'art contemporain entre les années 60-70, la documentation technique était moins privilégiée qu'aujourd'hui. Donc, c'est des informations qui n'ont pas forcément été collectées au départ et pendant longtemps. Et si elles le sont aujourd'hui, parfois les artistes n'ont pas les références précises, parfois c'est pas eux qui ont réalisé techniquement leurs pièces. Parfois on les a aussi, évidemment, etc. S'ajoute pour l'identification des objets
ces outils documentaires, les observations des conservateurs-restaurateurs, les observations qu'on qualifie de terrain. On va voir l'aspect, évidemment la souplesse, etc., la couleur, l'odeur, tous ces paramètres qui sont un peu plus de l'ordre du sensible, mais qui sont très privilégiés aussi dans l'identification des matériaux. Et c'est cette approche qui nous a pas mal inspiré ce projet de recherche en cours sur la collection, dont la première partie déjà réalisée et qui vous sera présentée en détail cet après-midi, consiste en l'identification des caoutchoucs de la collection de l'UNAM. On parle rapidement quand même des acteurs du projet. Donc autour des collections art plastique et design de l'UNAM, on va avoir le service de la restauration des œuvres, en collaboration avec une autre conservatrice restauratrice extérieure, Isabelle Péco, le laboratoire scientifique de la BNF et le projet Espion avec Eleonora Pellizzé, Caroline Rouvier, et le mécénat de compétences de nos deux chercheurs Michelin, présenté ce matin et dont l'autre va présenter tout à l'heure, Damien. Tout cela, cette première partie a été financée grâce à la Fondation Michelin, elle-même introduite par les amis du Centre Pitou, le ministère de la Culture, et grâce à l'expertise de nos deux comparses. L'idée ici était de coupler les observations du conservateur-restaurateur aux analyses des compétences des scientifiques. Et donc, on a couplé description, constat d'état, prise de vue et prélèvement des œuvres, le tout dans une base de données assez développée, à résultats scientifiques des analyses réalisées par la BNF en pyrologie GCMS. Pas de détail des résultats, juste ici ce grand camembert qui vous montre à quel point le domaine des élastomères est bien plus large que ce qu'on s'imagine au départ. Et que nous, on pensait peut-être tomber sur quelques caoutchoucs naturels synthétiques, FPR et peut-être un ou deux autres élastomères. Et voici tous les matériaux qu'on retrouve dans l'étude d'un corpus à peu près de 250 pièces de la collection. Je vais maintenant vous parler de dégradation. Dégradations qui peuvent souvent nous mener à comprendre de quel matériau il s'agit. La perte de souplesse est un peu assez caractéristique de la dégradation des polyisoprènes naturels synthétiques et l'apparition de craquelures en surface également. Surtout l'évolutivité de ces dégradations vont nous aider à nous dire qu'il s'agit vraiment, après bien de caoutchouc ici et là de vraiment quelque chose. Ces deux exemples que je vous ai montrés au début, de Robert Morris et Richard Serra, et des photos macro, pour voir un peu ce que ça donne en surface après 60 années de vie. Les dégradations peuvent être aussi source d'erreurs. Je vais m'arrêter ici sur plusieurs œuvres d'un artiste qui s'appelle Gilles Touillard. Je ne sais pas s'il peut me suivre aujourd'hui, mais j'espère qu'il vous écoute. En tout cas, donc on a pu, un peu dans le cadre aussi de ce projet de recherche, travailler avec lui sur la compréhension matérielle de ces pièces. La première, le piano d'après Joseph Beuys, c'est un gonflable en caoutchouc synthétique selon nos bases de données et nos documentations, qui aujourd'hui ne peut plus vraiment être présenté complet, qui est un peu plus rigide qu'il ne l'était sur la photo que vous voyez ici, et qui présente en surface un voile blanc. Entre autres, il présente d'autres altérations, mais un grand voile blanc. Le premier réflexe, c'est de se dire, là, il y a quelque chose qui a migré en surface. Qu'est-ce qui se passe? Des plastifiants, une cristallisation. Je vous ai mis un exemple ici pour relever les altérations. On voit que les efflorescences sont vraiment généralisées. Et puis, en discutant avec l'artiste et en parlant de sa technique et des matériaux utilisés, parce qu'on n'avait pas non plus à l'époque identifié le caoutchouc synthétique en question, il nous explique que lui met du talc à la surface de ses œuvres. Vous voyez ici une œuvre réalisée l'année dernière dans le cadre d'une exposition privée. Et on voit bien ce talc blanc en surface. Donc là, on se dit, il ne s'agissait pas en fait d'une altération, mais plutôt d'un ajout technique pour avoir un effet particulier visuel. Se couple encore à ça une analyse qu'on a pu faire au laboratoire Elanova dans le cadre de notre deuxième partie de recherche, on ne vous parlera pas tout de suite parce qu'elle est pour l'instant en cours, qui identifie aussi du talc, mais en pensant qu'a priori, il s'agit plutôt d'un adjuvant dans le matériau. Et on se demande si ce talc, s'il est en si grande quantité, il n'est pas aussi celui qu'on voit en surface et à cœur. Voilà. Donc ça pour vous montrer trois approches, le regard du restaurateur,
la connaissance de l'artiste, de son œuvre et l'approche scientifique qui peuvent amener à 3 types d'interprétations différents sur une œuvre. Je vous parle d'une seconde œuvre de Gilles Touillard qui présente le même type d'altération que la première, mais un peu plus développée, qui s'appelle Important de 4 vêtements. Et là, c'est pour vous parler de dégradation un peu multimatériaux qui sont liés à des objets dont les matériaux vont interagir sévèrement les uns avec les autres. Cette pièce, elle a été conservée en carton entre 2002 et 2022, donc elle a été ouverte l'année dernière. Carton bien acide, papier bien acide. Et là, aux surprises, là où on avait la pièce qu'on voit à gauche, c'est-à-dire dégonflable, qui était donc conservée dégonflée dans un état relativement correct, on a trouvé des cintres complètement attaqués par la corrosion, des valves de gonflage complètement attaquées avec cette espèce de jus brun qui cristallise autour de la jonction avec l'élastomère, plus un jus brun présent sur toute la surface qui a aussi attaqué les matériaux de conditionnement. Enfin, vraiment, au moment qu'on voit ça, on s'est dit, cette œuvre, elle est fichue. Littéralement, plus rien ne va et on a perdu les matériaux, les propriétés, etc. Grâce à notre collaboration avec des scientifiques, on a pu avoir l'identification de ce matériau et de cet élastomère. Il s'agit d'un caoutchouc, donc un caoutchouc polychloroprène. Alors là, je vais faire une énorme vulgarisation scientifique, mais on ne voulait pas, dites-moi à la fin s'il y a une erreur en tout cas, mais les liaisons de chlore apparemment dans les molécules de polychloroprène sont assez instables et peuvent très facilement réagir avec leur environnement extérieur, notamment en milieu acide, ce qui était vraiment le cas dans ce conditionnement pendant 20 ans en carton, pour former de l'acide chlorhydrique qui va venir, lui, réagir avec les métaux de l'œuvre, qui sont des métaux ferreux principalement, pour former du chlorure de fer. Donc c'est là qu'on a des gros faciès de corrosion comme ça, comme vous voyez sur le cintre et aussi un petit peu sur la valve. Mais la réaction ne s'arrête a priori pas là, puisque le chlorure de fer réagit encore avec l'air et l'acide chlorhydrique pour former du chlorure de fer 3 et de l'eau. Donc c'est ça, ce jus brun, en fait, c'est ce chlorure de fer 3 qui est soluble dans l'eau, qui circule sur toute la surface de l'œuvre, en plus sous un effet un peu de pile géante entre ce jus et les différents métaux, et qui fait qu'on va en trouver, là vous voyez la photo en bas à gauche et à droite, ce jus jaune qui coule vraiment en permanence de ces pièces. Alors là, je n'ai pas de solution de restauration à vous donner là maintenant tout de suite pour ce que je viens de vous montrer. Vous imaginez bien, mais déjà content d'avoir compris de quoi il s'agissait. Je vais vous parler des pratiques plutôt passées sur les collections, puisque l'avenir est plutôt devant nous. Ces pratiques sont quand même assez souvent, on sait très bien dans le musée, liées à un manque de temps, à un manque de moyens. Et oui, il y a un manque de temps, un besoin de réponse très rapide pour des expositions, etc. Donc là, les imprimantes textiles d'intervention d'urgence réalisées sur le magasin de Ben, que vous connaissez certainement en partie, sur une bouillotte en partie supérieure qui était. Et donc ces interventions d'urgence sont faites sur vraiment des matériaux qui sont à la limite de la perte. Vraiment, on intervient quand on va perdre des morceaux, quand ça va vraiment tomber, quand on a très peur de perdre. 3 fois le mot perte. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'angoisse derrière tout ça. Donc cette bouillotte consolidée à l'adhésif EVA en partie supérieure et en partie inférieure, cette poupée peinée que vous voyez qui n'a même plus de visage tellement qu'elle est dégradée, en mousse SVR, consolidée par application de Medium for Consolidation de JASCO, médium que nous avons trouvé assez efficace pour ce genre de dégradation lors de nos recherches. Ici, puisqu'il arrive parfois qu'on ait du temps, ça a été le cas en tout cas une fois, dans le cadre de ce travail sur cette œuvre de Marcel Duchamp, Prière de toucher, c'est une œuvre qui fait partie d'une série de couvertures de catalogues, on va dire d'édition de luxe limitée, etc., le surréalisme en 1947. Dans le cadre d'un prêt prévu au Royaume-Uni, cette pièce a été interceptée au NAM pour faire une recherche sur la possibilité de sa consolidation et la technique de consolidation. Et ce, parce que, comme c'est une série, on savait qu'il y avait eu plusieurs travaux sur d'autres exemplaires un peu partout dans le monde et on avait déjà pu communiquer avec des collègues sur les techniques possibles de consolidation. Donc, ayant connaissance déjà de ces travaux-là, on a mené notre petite recherche avec aussi Sarah Zoé-Cuperol, qui peut-être nous écoute aujourd'hui. Et on a monté un petit protocole sur des échantillons dégradés
artificiellement pour finalement consolider avec du medium for consolidation en ébullisation. Ici, quelques photos du reste du traitement. C'était pas trop développé là-dessus, et de la pièce après le traitement de consolidation. Une pratique très courante sur ces matériaux qui sont parfois au bord de la perte, voire déjà presque perdus, c'est le remplacement. J'allais dire évidemment, mais ça ne paraît pas du tout évident, parce que c'est une solution qui paraît toujours un peu extrême, une réponse à des cas extrêmes aussi. Je vous ai mis ici ce fauteuil de Pierre Garish, qui date de 63, et qui, vous voyez, a perdu complètement sa valeur d'usage, puisque personne ne s'assiera dessus. Mais on voit à peine maintenant que c'est un siège, puisque toutes les lanières très dégradées sont en partie tombées, complètement tombées. Pour l'instant, rien n'a été prévu sur ce siège. Il s'agit juste d'un exemple de qu'est-ce qu'on va faire là à l'avenir. Ici, un autre siège qui fait partie d'une installation d'art contemporain. Cette fois-ci, l'installation de Kabakov. Ce siège que vous voyez à gauche sur la photo est maintenu par des sangles, normalement élastiques. Et au moment de son acquisition, en tout cas très peu de temps après, ces sangles étaient presque de la dentelle, rigidifiées, trop altérées, et donc ont été changées, on va dire au début des années 90, pour d'autres sangles qui sont en SBR, que vous voyez sur la photo centrale, sauf que ces sangles aujourd'hui, puisque ça fait déjà 30 ans qu'elles ont été substituées, présentent à leur tour des altérations. Vous voyez ici des efflorescences en petit détail en surface. Un autre exemple où on ne remplace pas du caoutchouc par du caoutchouc, où justement il y a une réflexion sur, puisque plus récent sur la tenue de la restitution, un élément d'une œuvre de Jean Tinguely qui s'appelle Babuba, un élément en caoutchouc qui a été substitué par un autre élément en silicone dans les années 2000. Évidemment, il était lui aussi quasiment complètement perdu, donc c'était une solution, une réponse à un cas assez extrême. Et cet élément en silicone a été patiné de sorte à ressembler à l'élément d'origine en caoutchouc que vous voyez à droite sur le site. Pour terminer, donc comme il me reste 0 minutes, ça tombe bien, c'est le moment de parler de conservation préventive. À la fois, il y a énormément de choses à dire et en même temps, pas grand-chose, puisque ce que je voulais vous dire, c'est que justement, il y a toutes ces choses qu'on aimerait faire, qu'on pense qu'il faudrait faire, et qu'on connaît mal, et aussi les conditions et les moyens que nous avons. Donc, ça peut vous dire, j'ai un peu commencé par classifier dégradation chimique, dégradation physique. Évidemment, souvent, les deux sont combinés, surtout quand on parle de dégradation physique. Elles sont d'autant plus spectaculaires que la première dégradation a eu lieu. On va travailler sur deux types, on va dire, de conditions. C'est les conditions d'exposition, donc évidemment qu'on peut contrôler, les conditions d'emballage, de conditionnement, on va dire, qu'on peut un petit peu contrôler aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de ventiler au maximum de pièces, de changer et d'adapter les matériaux de contact et de conditionnement. Et aussi les conditions de présentation, c'est-à-dire que le soplage, accrochage, etc., peuvent être adaptés aussi à la fragilité de ces matériaux et à leur état de dégradation. Et que aussi, évidemment, limiter les expositions et les traits, sauf que tout ça, ça a une certaine limite, puisque quand on ne peut pas montrer les œuvres, enfin voilà, c'est la question un peu déontologique des musées et des collections aujourd'hui. Mais on aimerait bien peut-être faire des conservations annexiques, des conservations en chambre froide, en réserve climatisée. Je sais qu'il y a pas mal de recherches en cours en ce moment sur la question, placer des absorbeurs et des capteurs, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne fait quasiment pas sur une collection. Des petits visuels, parce qu'il reste 0 minutes, mais peut-être maintenant moins de transfert de cette œuvre de Guillodeau sur la peinture du mur. On pense ici qu'il y a une migration des huiles plastifiées en surface qui soit tâche la peinture, soit l'oxyde. Ici, un Richard Serra qui est tombé lors du premier confinement parce que déchiré sous son propre poids, puisque déjà altéré, et suspendu juste par quelques points d'accroche. Donc là, on aimerait mettre en place un système de présentation qui limite les contraintes mécaniques. Et on a comme ça commencé à discuter avec le Guggenheim de New York qui a le même genre de pièces, le même genre de problème. Ici, un système qu'on a déjà mis en place sur un boucheur qui a été suspendu à l'aide de petites épingles sur un latex déjà très oxydé.
Donc, on a mis des bandes magnétiques de force d'adhérence très, très importantes. Tout ça pour conclure. Bon, il y a beaucoup de textes, mais finalement, tout a été déjà dit. Simplement, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ce projet de recherche ne va pas se limiter à l'identification des collections, mais continue sur la caractérisation des dégradations et le traitement de restauration, puisque on sait qu'il y a de bonnes conservations préventives que quand on est capable d'identifier et de comprendre ce qui se passe sur les objets. Donc, on connaît bien que la troisième étape du projet, ce sera de travailler sur la conservation préventive. Et là, maintenant, on essaie déjà de comprendre ce qui s'y passe. Et pour ça, on a un nouveau partenaire, le laboratoire ELANOVA, avec la personne de Maxime Genestou présente aujourd'hui pour nous aider dans son travail. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais remercier Lorraine et Ludovic qui travaillent au musée avec nous et qui nous donnent un coup de main de logistique aujourd'hui fort appréciable. Merci beaucoup à vous deux. La première partie, on va décaler la phase question.